Bonjour à toutes et à tous, on va commencer. Merci de participer à cette première table ronde sur les femmes dans l'écosystème de l'IA au Québec. Cette table ronde est organisée dans le cadre de la chaire pour une intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale de l'Université d'Ottawa, ainsi que la chaire Miroir de Marie-Ève Lacroix à l'Université d'Ottawa également. Cette table ronde est la première d'une série intitulée Femmes et IA. Je vous la présente aujourd'hui parce que je dirige le projet Femmes et IA au sein de la chaire IA responsable à l'échelle mondiale de l'Université d'Ottawa. La table ronde d'aujourd'hui sera animée par la professeure Céline Castet-Renard, que je vais vous présenter. La semaine prochaine, on aura une deuxième table ronde sur les discriminations algorithmiques au regard de la Charte des droits et libertés des personnes au Québec. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire pour la semaine prochaine. Et nous aurons également deux autres tables rondes début juin qui auront lieu en anglais et on vous enverra les informations. L'une sera sur les discriminations de genre et intersectionnelles dans le domaine de l'emploi. Et donc, on aura une professeure spécialiste des biais de recrutement et également une personne du MILA qui viendra nous proposer une solution technique. Et on aura également une autre table ronde sur le féminisme et l'antiracisme dans les interactions entre humains et machines et comment faire des interfaces féministes et intersectionnelles. Voilà, alors je vais vous présenter Céline Castet-Renard. Céline Castet-Renard est professeure titulaire à l'Université d'Ottawa dans la faculté de droit civil. Elle est responsable détentaire de la chaire IA responsable à l'échelle mondiale. Elle est également détentaire de la chaire Law, Accountability and Social Trust in AI, qui est au sein de ANITI à Toulouse, c'est-à-dire le Artificial Natural Intelligence Toulouse Institute. Elle a récemment publié un livre qui s'intitule Marché unique numérique et intelligence artificielle. Elle est spécialiste du droit de l'IA et des données. Et aujourd'hui, elle va animer sa table ronde et vous présenter les autres intervenantes. Donc, je vais lui donner la parole. Et merci d'être là à tous. Merci beaucoup Claire, merci à toutes et tous de participer à cette première table ronde. Il me fait particulièrement plaisir d'ouvrir ce cycle Femmes et IA puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur au sein de la chaire. Et il me fait particulièrement plaisir aujourd'hui d'accueillir Lise Langlois et Laurence Beaulieu. Lise Langlois est directrice générale de l'OBJA, l'Observatoire sur les aspects sociétaux, l'Observatoire international sur les aspects sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Elle est aussi directrice de l'Institut d'éthique appliquée, l'IDEA, de l'Université Laval depuis 2016. Elle est professeure et chercheure régulière au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation du travail. Elle est chercheure au Centre Vitam et à l'Institut d'intelligence et données. Ses travaux portent sur la décision éthique et la formalisation de l'éthique dans les pratiques et les systèmes. Elle a reçu en octobre 2018 le Willower Award of Excellence, qui est un prix américain de haut niveau pour la nature exceptionnelle de sa contribution scientifique dans le domaine théorique et pratique sur le raisonnement éthique et la prise de décision. Donc, vous l'aurez constaté, une éthicienne de grande envergure parmi nous aujourd'hui. Elle est accompagnée dans cette discussion de Laurence Beaulieu, qui est directrice générale adjointe chez Ivado. Laurence est titulaire d'une maîtrise en logistique à HEC et a occupé des postes de gestionnaire en logistique et en finance pendant près de 8 ans chez Bell Canada. Sa carrière aussi a été ponctuée d'expériences et de mandats importants à l'international. Elle a été logisticienne pour Médecins sans frontières au Congo. Elle a également été gestionnaire principale en finance au secrétariat des Nations Unies à New York. Et aujourd'hui, depuis 2017, elle fait partie de l'équipe de direction d'Ivado et participe activement au déploiement des 4 piliers d'Ivado, que sont le talent, la connaissance, le transfert et la communauté. Je les remercie très chaleureusement de participer à ce premier débat et je sais que la question des femmes et de l'IA cette question leur tient particulièrement à cœur. Et la première question
question que j'aimerais leur poser d'ailleurs, au vu du parcours exceptionnel que chacune d'entre elles a pu avoir, comment en sont-elles arrivées à l'écosystème de l'IA spécialement au Québec? Comment en être arrivées là, parce que l'intelligence artificielle dans nos pratiques n'a pas toujours été là, ou en tout cas telle qu'on l'aborde aujourd'hui. Donc, quels sont les liens avec cet écosystème et leur place, chacune d'entre elles ayant des places très différentes? Et quelles sont les embûches et les obstacles qu'elles ont pu rencontrer pour en arriver là où elles en sont, pour atteindre le niveau exceptionnel qui est le leur aujourd'hui? Je vais d'abord passer la parole peut-être à Lise, et Laurence pourra ensuite donner son expérience. Merci beaucoup Céline, merci Claire. Je tiens à saluer l'organisation de cette conférence-là. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est encore un petit pas qu'on fait pour promouvoir justement la place des femmes dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Donc, merci pour cette invitation. Je vois, puis on en a parlé juste avant d'accueillir les participantes. Là, je peux dire participantes, à moins qu'il y ait un masculin quelque part. Je me dis, on est à 90-95% femmes. Je ne sais pas, il y a peut-être Colin, que je vois le nom Colin, mais je ne sais pas s'il y a des hommes. En tout cas, bravo aux courageux. Si vous êtes caché et que vous êtes un homme, bravo. Je tiens à vous remercier de votre présence. Euh, Tout d'abord, je voudrais préciser que je ne proviens pas de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Je proviens des sciences sociales, de fait que je suis professeure rattachée en relations industrielles. J'ai été directrice de département et, comme tu l'as mentionné, Céline, de l'Institut d'éthique appliquée, puis aussi vice-doyenne. Donc, j'avais pas de plan de carrière. J'étais très heureuse dans mon poste de vice-doyenne que je n'ai pas vu venir en passant. Et comment je suis arrivée dans cet écosystème-là? Bien, je suis arrivée en 2018 où mon université m'a demandé de la représenter à une table de concertation dans laquelle on discutait de possiblement d'un observatoire et de la Déclaration de Montréal. C'était la première chose au départ, c'était la Déclaration de Montréal. Donc, moi, comme éthicienne, ça m'intéressait beaucoup. Alors, puis la mobilisation qu'il y avait autour de ça. Donc, je suis arrivée là. Et l'idée en 2018 des universités, c'était de former un consortium de discussion. C'était vraiment de s'entendre sur un projet d'observatoire, idéalement d'impliquer toutes les universités. Alors, moi, j'étais ravie de ce défi. Je me sentais très fière de représenter mon université. Puis je me dis, waouh, quel beau projet. Et même si j'ai 20 ans d'expérience comme professeur-chercheur, j'ai encore des étoiles dans les yeux. Fait qu'avec beaucoup de naïveté, je suis allée. Quand mes collègues me disaient, va pas là, Lise, ça sert à rien. Tu ne devrais pas perdre ton temps pour aller là. J'avais eu beaucoup de conseils, tant d'hommes que de femmes, de ne pas aller dans cette initiative-là. Mais comme ma vice-rectrice m'avait demandé, j'ai participé aux réunions, aux rencontres. Et je dois vous avouer, très honnêtement, j'ai pas trouvé ça facile. Je suis rentrée dans un univers que je ne connaissais pas, où il y avait beaucoup d'agressivité. La tension était très forte, la compétition énorme et toutes les rencontres se passaient à Montréal. On voyait des tensions entre différents groupes dans le domaine de l'intelligence artificielle, autour de la Déclaration de Montréal, les pour, les contre. C'était très polarisé. Et moi, j'étais très inconfortable parce que je me dis, dans cette polarisation-là, ça n'amène rien de bon. Mais je me sentais comme une observatrice, comme un animal étrange parmi tout ça. Et je dois avouer, de toute ma carrière scientifique, j'ai jamais vu un tel niveau d'agressivité et de compétition dans ces tables de discussion. Je n'aimais pas l'ambiance. Sincèrement, j'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas la bonne personne pour, pour être là. J'ai rapporté souvent cette discussion-là à ma vice-rectrice en disant, vous n'avez pas la même personne, ça vous prend un bulldozer
et je ne suis pas là. Donc, je suis arrivée dans un climat que j'ai appelé hostile. Et quand je retournais à Québec, je regardais les gens en sciences et technologies, puis je ne sentais pas cette tension hostile, très honnêtement. Mais parce qu'il y a pas autant d'universités à Québec, la ville, comparativement à Montréal. Fait qu'il y avait plus d'enjeux. Les sommes d'argent étaient à Montréal aussi, en plus, de façon plus élevée. Donc, c'est dans ce décor-là, brièvement, là, pour répondre à la question, que j'étais là et par la suite, j'ai vu que, bon, OK, il fallait former un groupe pour déposer un projet, puis que l'entente n'était pas possible parmi toutes les universités, comme c'était demandé par les institutions et souhaité. Les institutions souhaitaient que toutes les universités embarquent. Ça n'a pas été possible. Et sincèrement, quand je réfléchis à ça, je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée à être la porteuse de la subvention. Et donc, on a monté la subvention avec un groupe et ça a donné, qui a été déposé au comité international mis en place par le FRQ. Donc, il y a eu des projets qui ont été déposés et c'est notre projet qui a été retenu. Alors, je dois vous avouer que j'ai eu le vertige quand j'ai eu la réponse du scientifique en chef en décembre, parce que moi, comme je vous le dis, j'étais très heureuse comme vice-doyenne. Vice-doyenne à la recherche, c'est fantastique. Tu soutiens les profs, tu les aides. Et là, je savais que j'allais à la guerre. Et j'allais littéralement à la guerre. Alors, pour certains, ils étaient ravis puis ils trouvaient ça donc hot. Mais au contraire, j'avais un petit pas de recul en voyant dans quelle ambiance j'arrivais. Alors, c'est comme ça que mon entrée s'est faite. On reviendra peut-être sur les embûches spécifiques pour les femmes tout à l'heure. On va écouter Laurence et son témoignage de son entrée dans cet écosystème. Oui, bien, tout d'abord, merci moi aussi de m'accueillir. Puis merci, Lise, aussi. C'est un plaisir de partager tout ça avec toi. Puis je pense qu'on va avoir une bonne discussion. Moi aussi, je viens vraiment d'un autre univers, là. Donc, moi, j'étais vraiment j'ai toujours eu des postes de gestion, logistique, finance, du côté du secteur privé ou à l'international. Puis j'étais due à un moment donné pour un changement un peu de carrière et je voulais essayer le milieu universitaire. Donc, je ne visais pas nécessairement l'IA. Et l'UDM, à ce moment-là, avait reçu avec HEC Polytechnique la grosse subvention Apogée de 93 millions. Donc, ils ont commencé à afficher des postes pour Ivado. Et honnêtement, en toute transparence, j'ai plus appliqué à l'UDM qu'à Ivado. Là. Je voyais qu'il y avait une petite ligne sur Ivado, mais je trouvais que le poste avait l'air intéressant. Puis au départ, c'était un poste de directrice administrative. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, que je suis rentrée à l'université en janvier 2017. Au moment où le campus venait de recevoir cette subvention-là. Et puis là, Lise pourra le confirmer. Je pense que Lise, toute l'histoire d'Observatoire, c'est peut-être plus en 2018, là, mais 2016-2017, là, ça a été le boom, ça a été le buzz. C'est le nom qu'on entendait, là, le buzz de l'IA. Donc, je suis vraiment arrivée au cœur de ce buzz-là. Et donc, j'ai été directrice administrative pendant un peu moins de 2 ans. Puis après, j'ai eu le poste de directrice générale adjointe à l'automne 2018. Puis j'ai un peu vécu comme Lise, moi j'appelais ça un petit peu l'arène. C'était comme une arène, là, tu sais. Et dans le fond, c'est où il y a de l'argent. Là. Je pense que c'est surtout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il y a eu le boss de l'IA en 2016-2017, ça fait quand même plus de 40 ans qu'il y a des chercheurs en algorithmique à l'Université Laval, à Montréal aussi, qui font ça. Mais là, on a eu l'étiquette IA là, qui a vraiment été un peu plus glamour. Et là, l'argent est arrivé. Le gouvernement s'est dit, ah, ben là, il faut qu'on investisse. Et c'est là que je pense que c'est là que la reine a vraiment pris place. Donc, je comprends tout à fait la situation que Lise a vécue. Moi, je pourrais dire, si on parle d'embûches dans ma carrière, je n'ai pas tant senti d'embûches au début de ma carrière. Puis c'est drôle parce que Lise a dit aussi, je pense que tu as fait référence au fait que tu n'avais pas nécessairement non plus sollicité cette nouvelle opportunité pour toi. Tu sais, je pense que c'est ta vice-rectrice qui est venue me voir. Bien, c'est ça. Moi, il y a beaucoup aussi de promotions que j'ai eues dans ma carrière, des postes sur lesquels je n'ai même pas appliqué. Donc, souvent, tu sais, donc, on m'a donné des opportunités, mais ça, je pense que ça met de l'avant. On dit souvent les femmes qui sous-estiment leurs compétences ou leur expertise et qui hésitent à appliquer sur des postes. Donc,
On m'a même souvent donné des opportunités d'avancer dans ma carrière, donc ça allait très bien. Et là, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives dans des postes en position de pouvoir décisionnel, là, tu frappes le fameux plafond de verre dont j'ai entendu parler toute ma vie, mais que je ne comprenais pas et que je me disais qu'il n'existait plus. Donc, pour moi, c'est vraiment là que les embûches commencent. Donc, il y a complètement deux réalités pour les femmes, selon moi. C'est là où des postes qu'on appelle mid-level, où il y a des postes de gestion, mais quand tu arrives vraiment à des postes qui ont vraiment un impact politique ou des impacts budgétaires aussi impliqués, des pouvoirs de décision, là, c'est une toute autre réalité. Puis, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais si j'ai vraiment un message à passer aujourd'hui, moi, j'ai vraiment eu une grande naïveté là-dedans. Là, je me rappelle de moi dans ma jeune vingtaine où je voyais Isabelle Hudon à la télé, puis je me disais, elle a tout réglé pour nous, c'est parfait, on arrive, je n'ai pas à m'occuper de ça, le plafond de verre, il n'existe plus. On voyait Pauline Marois, première ministre, tout c'était fini, là, tu sais. Puis ça allait bien au travail, on me donnait des promotions sans même que j'applique. Mon Dieu, ils sont donc bien gentils, toute cette gang-là. Et là, quand tu arrives et que là, tu as vraiment une place officielle puis que tu as un pouvoir décisionnel, là, tu retournes 50 ans en arrière. Donc, moi, c'est le message que je veux lancer à tout le monde aujourd'hui. Il y en a peut-être qui ont déjà qui ont frappé ce mur-là déjà ou ce fameux plafond, mais il est encore là, il est bien réel. Je vais justement relier la question suivante avec la question des embûches que vous avez pu vivre personnellement pour ouvrir la question un petit peu plus globalement et largement. Quel constat faites-vous par rapport à la place des femmes dans l'écosystème de l'IA en particulier, parce que c'est un domaine où il y a des recherches pointues, des recherches scientifiques, donc ça ramène à la place des femmes en sciences et dans les études en sciences. Et on sait que c'est un thème récurrent que d'augmenter l'attractivité de ces filières pour les femmes, mais ça touche aussi l'argent et le pouvoir. Et évidemment, ce sont des lieux de pouvoir et d'argent. Et on a l'impression, pour reprendre ce qu'a dit Laurence, que tant qu'il n'y a pas trop d'enjeux et trop de pouvoir, il n'y a aucun problème avec le fait d'avoir une femme. Mais dès que ça commence à y avoir de l'enjeu et que peut-être les femmes vont prendre des décisions ou vont avoir un poids, là, effectivement, c'est plus tout à fait la même histoire. Donc, la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir quel constat vous faites de la place des femmes, pas simplement la question de la quantité, si je puis dire, la faible place des femmes, mais surtout où se trouvent-elles dans cet écosystème? Est-ce que les quelques-unes que ou même si vous constatez qu'il y en a beaucoup, mais celles que vous voyez, est-ce que vous trouvez qu'elles sont bien considérées, qu'elles sont malmenées, qu'elles font l'objet d'un traitement peut-être différencié par rapport à des hommes? Et une question un petit peu plus spécifique par rapport à notre contexte qu'il ne faut pas oublier, on est sur Zoom aujourd'hui, en période de pandémie. Est-ce que vous avez remarqué que depuis 1 an, la situation s'est dégradée pour les femmes? On sait que les femmes ont pris en charge beaucoup de problématiques de soins aux enfants ou aux personnes malades autour d'elles. Et évidemment, c'est au détriment de leur carrière et éventuellement, et je salue Éléonore qui est ici parce qu'on a déjà eu à plusieurs reprises cette discussion avec Éléonore Fournier-Tombs, peut-être que c'est particulièrement difficile pour les chercheuses qui voudraient rentrer dans la carrière et en particulier dans ce domaine très compétitif de l'IA. Est-ce que la situation s'est empirée pour ces femmes qui voudraient entrer dans cet écosystème? Je vais commencer par Laurent cette fois-ci. Du côté de la place des femmes, moi, il faut quand même souligner qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui s'est passées dans les dernières années. Donc, moi, je l'ai même senti seulement en 5 ans. Il y a eu une volonté de l'écosystème à donner plus, de plus de place aux femmes, aux autres groupes désignés aussi, parce qu'il y a eu, à un moment donné, on ne pouvait plus non plus renier les chiffres. Là. Les chiffres sont là. Puis bon, je laisserai Lise parler peut-être plus de chiffres, là, mais je pense que les études sont là pour le prouver qu'il y a vraiment il y a un constat de surreprésentation des groupes désignés, particulièrement des femmes dans notre domaine, comme on voit dans d'autres STEAM aussi, mais surtout tout ce qui touche l'informatique. Donc, ce constat-là a été fait. Et il y a des choses concrètes qui ont été faites aussi pour contrer ça, pour combler cet écart.
ça vient surtout, oui, il y a une motivation, il y a des femmes qui ont été des leaders, ça vient aussi beaucoup des organismes subventionnaires, à un moment donné, qui ont dit, là, ça suffit. Puis, Lise, tu me corrigeras, mais je pense que surtout du côté des chaires du Canada, il y a vraiment eu une volonté très claire là, du côté des gouvernements par rapport à ça, avec des critères très précis. Puis, votre énoncé de volonté sur le DI, ce n'est plus 2 lignes, il faut que ce soit un cadre, puis on veut des objectifs, puis tout ça. Donc, en 2017, là, avec les travaux aussi d'Athéna Swan qui prenaient de plus en plus de place, il y a vraiment eu ce côté-là là, du gouvernement qui ont dit, là, il faut se réveiller. Puis là, ça a shaké les universités, je pense. Donc, moi, je l'ai senti, cette vague-là. Évidemment qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travaux à faire, mais on n'est pas où on était il y a 10 ans. Là. Donc, c'est tout le temps là, dans la discussion, maintenant, un DI est là, on en parle. Il faut qu'on ait des objectifs, il faut que ça prenne place. Nous, c'était déjà prévu. On a Marie-Lou, que je salue, qui est ici, qui est notre conseillère en équité, diversité et inclusion. Donc, c'était prévu qu'il y avait un poste à temps plein financé par Apogée. Donc, tu sais, ça se passe. Là. Donc, on est conscient de ça, mais on parle toujours un peu, c'est le fameux pipeline qu'on entend parler. Donc, il faut alimenter le pipeline. Donc, on alimente le pipeline, on l'alimente, on alimente. Donc, il y a beaucoup de trucs, de démarches qui tournent autour de ça. Mais là, encore là, je reviens avec ma scission. Là. Fait que ça, c'est bien beau, mais quand même, quand on arrive à des postes qui ont vraiment des pouvoirs décisionnels, ça, c'est une autre réalité qu'on dirait qu'on ne touche pas trop à ça. Puis on continue de le voir, que ce soit des postes de direction, que ce soit des postes de profs titulaires. On voit très bien que le ratio, la représentation des femmes diminue plus les postes augmentent en hiérarchie. Ça a été documenté, ça a été prouvé. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, selon moi, de ce côté-là. Là. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on... Le côté sensibiliser, recrutement, il y en a encore à faire, mais il y a un décalage entre les deux. Un truc à dire du côté de l'écosystème en IA qu'on a discuté, puis je pense qu'il influence aussi la dynamique, c'est le fait que ce soit un jeune écosystème. En tout cas, si on parle de l'écosystème tel quel aujourd'hui, ultra financier, ultra glamour, avec beaucoup de visibilité, cet écosystème-là, ça reste un jeune écosystème. Et ça revient un peu à dire ce que Lise mettait de l'avant, c'est que ça amène beaucoup de tension, ça amène donc quand c'est nouveau, il y a beaucoup d'argent. Et aussi, l'autre truc, c'est que ça donne un peu moins de place des fois à la discussion par rapport à l'EDI. Donc, nous, on se retrouve dans des situations là, où on parle de gouvernance, qu'on parle d'autre chose. Là. Quand tu arrives à régler une affaire, tu n'as pas le goût de rajouter le volet EDI, malheureusement, même si c'est au cœur de tout ça, puis c'est vraiment malheureux. Puis même moi, j'en fais le constat des fois, quand ça fait des mois que tu t'acharnes à faire aboutir quelque chose dans le contexte, à trouver le financement, là, tu dis, il faut aussi parler de la question d'EDI. C'est comme si tu arrivais avec avec une autre pierre, puis là, il faut réanimer le débat. Donc, c'est dommage à dire, mais j'ai fait un peu ce constat-là que dans un jeune écosystème comme ça, des fois, on peut un peu le négliger malheureusement, même si on ne le veut pas. Par contre, il y a 2 petits points que je voulais parler aussi. L'autre que j'ai remarqué, c'est par rapport au modèle. Parce que ça, on a vu du côté de Polytechnique, là, ça va bien, là, ils sont rendus à 30,2 de femmes diplômées cette année. Une augmentation de 10 en 5 ans à peu près, c'est incroyable. Puis il disait qu'une des grosses différences, ça avait été vraiment les professeurs femmes. Il disait qu'il voyait beaucoup que ça faisait une grosse différence. Puis du côté de l'IA, par rapport à d'autres écosystèmes, je remarque qu'il y a beaucoup, vraiment, il n'y a pas beaucoup de modèles féminins en position de visibilité. Et c'est très encore niché, très scientifique. Donc, plus des modèles d'inspiration, des modèles d'exception, plutôt que des modèles que moi j'appelle d'accessibilité. Ah, genre, je me rejoins dans ce modèle-là. Pour moi, c'est pas la même chose. Mais autant, Lise, je l'admire, mais tu sais, juste sa bio au début, là, tu sais, donc je l'avais plus comme un modèle d'inspiration, puis tout ça. Mais comme on en voit d'autres, on ne peut pas tout être des prix Turing puis avoir un PhD du MIT. Là. Il y a encore ce volet-là beaucoup en IA qu'on ne voit pas dans d'autres écosystèmes où il n'y a pas juste des scientifiques. Là. Puis là, je dois même le vivre parce que tu es plus du côté sciences sociales, mais il y a des gestionnaires, il y a des philosophes. Donc,
pour l'instant, c'est très niché, les modèles de femmes qu'on voit encore dans ça. Puis je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on puisse passer à autre chose, là. Puis le dernier petit point, parce que je pense qu'il faut quand même finir sur une note positive, une des particularités de notre écosystème, il y a encore du travail à faire, mais c'est vrai qu'il y a certaines minorités visibles qui sont mieux représentées que dans d'autres teams. Donc, nous, pas les personnes noires, il y en a d'autres, mais il y a quand même une certaine bonne représentation de certains groupes désignés. Puis moi, je me dis tout le temps, quand tu es face à quelqu'un qui vit aussi de la discrimination, même si ce n'est pas la même discrimination que toi, il y a quand même un lien d'empathie qui est là, puis une certaine compréhension que quelqu'un qui n'a jamais vécu de discrimination, là, c'est sûr que là, c'est difficile. Donc, ça, je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel on peut travailler, qui est assez particulier pour nous. Merci Laurence. On reviendra sur les modèles d'exception et de niche. Et Lise, quel est ton ressenti sur la place des femmes? Je partage vraiment le point que l'EDI a été une plaque tournante pour amener plus de visibilité dans l'écosystème parce que quand je me réfère au tout début de ma carrière de prof, il y avait beaucoup de chercheuses féministes qui montraient les barrières, qui disaient qu'il y avait peu de représentativité dans certains secteurs, etc., mais leur voix n'était pas entendue. Parce qu'il y en a de la recherche. Si vous creusez toutes les études féministes ou les études de genre, il y en a de la recherche, il y en a eu des alertes. Mais ces voix-là n'étaient pas là. Mais c'est comme si que quand le DI est devenu plus politique et qui s'est inscrit dans les politiques, par exemple, des organismes subventionnaires, là, moi, j'ai vu un vent de changement. Et là, je me suis dit, OK, ça passe par le DI. Alors ça, pour moi, c'est devenu comme l'inclusion est devenue un enjeu. Mais à l'époque, on en parlait, mais ça ne sonnait pas. Alors, ça, je me dis que c'est un combat à maintenir, puis c'est un levier. Et c'est pour ça que de voir des nouvelles fonctions de conseillers et conseillères en EDI, pour moi, je trouve ça fabuleux. Les universités se sont tous dotées de tels postes, en tout cas, du moins d'une bonne partie des universités avec qui je collabore. Ils ont tous un conseiller ou une conseillère en EDI. Nous, à l'Observatoire, on en a eu une dès le début. Bien, les parties, il y a eu un institut dédié à ça, donc c'était beaucoup plus intéressant, mais c'est devenu un enjeu. Et les chercheurs et les chercheuses en IA disaient que maintenant, quand ils font une demande de communication, il faut qu'ils gardent un petit paragraphe et qu'ils parlent comment ils promouvoient le DI. Bon, il y en a qui disent que c'est fait plus ou moins sérieusement, des fois sur le coin d'une table, ça, on pourra y revenir, mais n'empêche qu'il y a eu une brèche. Quand c'est rendu que cet enjeu-là s'inscrit dans les communications scientifiques, dans les organismes subventionnaires, je me dis, OK, là ça devient important. Moi, les femmes en intelligence artificielle, pour répondre à ta première question, Céline, je les trouve discrètes. Vraiment, vraiment discrètes. Puis je me suis dit, je pense qu'à un moment donné, j'aimerais ça faire une étude sur ces profils de femmes-là. Parce que même, je trouve qu'elles font certaines des choses assez intéressantes, vraiment extraordinaires, mais on entend très, très, très peu parler. C'est sûr qu'il y en a qu'on connaît. Je vais citer Dwana Prekop, qui a décidé d'investir son temps pour aider à corriger cette situation, puis elle participe à AI for Good, qui vise justement à augmenter les femmes qui font carrière dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais pour moi, cela demeure marginal. Et je me disais, est-ce qu'il y a une amnésie? Là, là, ça, quand je vais utiliser ces mots-là, dites-vous que c'est l'éthicienne qui parle, parce qu'on parle beaucoup de ça, l'amnésie morale. Je me dis, y a-t-il une amnésie volontaire ou involontaire de ces discriminations qu'elles ont vécues dans leur carrière, qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu avales, puis à un moment donné, tu t'insensibilises. Puis tu dis, OK, là, je suis rendue là, j'ai atteint mon poste de prof, ça a été difficile, puis on y va. Alors, je ne sais pas, puis j'avance ça, puis là, ce n'est pas la chercheuse qui parle, mais c'est plus une intuition parce que je me disais, oui, le plafond de verre, il a craqué un petit peu dans certains secteurs, dans d'autres, il a été défoncé, mais pas en intelligence artificielle. Hein. Quand on pense à la question de la parité qui prend racine dans un contexte beaucoup plus large, qui est lui-même double, hein, toute la question du genre et du respect de la diversité des vécus humains, là,
En tout cas, ça reste à faire. L'autre chose, je regardais les chiffres, Laurence me disait, parce que aussi hier, je me disais, il faut qu'il y ait des chiffres pour appuyer ça. Je me dis, ça a-tu augmenté? Quand je voyais les chiffres de AI Now Institute qui disaient que les femmes représentent 24,4 de la main-d'œuvre en informatique et reçoivent des salaires médians qui ne représentent que 66 de ceux de leur homologue masculin. C'est aussi la question des salaires, on n'en parle pas. Hein? C'est pas mal opaque, la question des salaires puis des primes. Alors, on voit, puis je me rappelle, il y a quelques années, il y avait des chercheuses féministes qui avaient regardé les primes dans les universités, puis je pense qu'il y avait juste 1 des femmes qui avaient des primes, toutes les autres étaient données aux hommes. Il y a aussi le rapport du National Center for Women in Information Technology qui a révélé que près de la moitié des femmes qui se lancent dans la technologie finissent par quitter ce domaine, soit plus du double du pourcentage d'hommes qui le quittent. Alors ça, c'est préoccupant. Il y a le magazine Wired, que probablement vous connaissez, qui disait que seulement 12% des chercheurs en apprentissage automatique étaient des femmes. Et l'estimation provenait d'une analyse du nombre d'hommes et de femmes qui avaient contribué à des travaux lors de 3 grandes conférences sur l'apprentissage automatique à partir de 2017. Nesta, qui est une fondation pour l'innovation basée en Angleterre, a estimé l'année dernière que seulement 13,83 des auteurs d'articles sur l'IA sont des femmes. Et en termes relatifs, la proportion d'articles sur l'IA co-signés par au moins une femme n'a pas augmenté depuis les années 90. Nesta a mené une analyse à grande échelle dans la diversité des genres dans la recherche en IA en utilisant les publications du dépôt de prépublication. Et ils ont identifié 74 000 articles sur l'IA par une analyse élargie de mots-clés et a prédit le genre de l'auteur en utilisant un service d'inférence. Alors, puis il y a aussi en 2019 l'artificielle intelligence index qui rapporte que dans tous les établissements d'enseignement examinés, les hommes constituaient une nette majorité du corps professoral des départements d'IA. Laurence en a parlé, ça joue beaucoup l'exemplarité, les modèles. Il ne faut pas négliger ça. Les modèles, ça joue. Il disait que ça représentait 80% des professeurs d'IA en moyenne. La diversification du corps professoral de l'IA en fonction du sexe n'a pas connu de progrès significatif. Les femmes représentent moins de 20% des nouveaux recrutements des professeurs. Ça, c'était en 2018. Puis là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Mihaela van der Schaar? Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette chercheuse-là. Non, hein, ben, je me suis dit, s'il y en a une ici qui connaissent. Alors, c'est un professeur d'apprentissage automatique d'intelligence artificielle et de médecine à l'Université de Cambridge. Puis elle a le Turing Fellow au Alan Turing Institute de Londres. Elle est la chercheuse en IA ayant le plus de publications dans les données de Nesta. Même si elle a commencé à travailler dans le domaine de l'IA il y a cela 16 ans, sa présence dans le domaine et une grande partie de ses premiers travaux n'ont été reconnus que récemment. Quand je lisais ça, je pensais exactement, moi je m'intéresse beaucoup à l'art, puis je me disais c'est exactement ça. Il y a eu une étude à un moment donné qui montrait que la présence des femmes artistes dans les musées était tellement basse comparativement aux artistes masculins. Bien, regardez, c'est exactement la même chose. On parle ici de la visibilité. On ne travaille pas assez la visibilité. Fait que je me dis, si tu es une femme en intelligence artificielle qui fait des travaux, puis que ça peine à être reconnue ou tu es écrasée ou invisibilisée, c'est pas facile. Là, je parle plus d'un plafond de verre, là. Je ne sais pas comment l'appeler. Hier soir, j'essayais de penser à un concept qui pourrait démontrer cette absence de visibilité-là. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je me disais, on a un travail à faire, à mettre en lumière. Puis ça concerne les femmes, mais ça concerne aussi la diversité parce que la diversité culturelle vit exactement la même chose. Alors, on a un petit problème dans nos modèles, puis dans nos promotions qu'il ne faut pas lâcher.
Merci à toutes les deux. Et je vais à présent rebondir sur ce que tu viens de dire, Lise, pour prendre le contre-pied et poser 3 questions un peu provocantes. Tu parles de manque de visibilité, mais il y a quand même quelques talents visibles. Mais du coup, quand on les rend visibles, est-ce que ce sont les femmes qui veulent se rendre visibles ou est-ce qu'on les met en étendard comme étant un peu le prétexte pour dire ah ben voilà, si regardez, il y a des femmes, et on a mis une là, on a mis une là, etc. Donc c'est vraiment la question du faire valoir ou de l'arbre qui cache la forêt que je pose ici. Et ça rejoint ce que disait Laurent sur le caractère exceptionnel de certaines femmes qui du coup ça sert de modèle, mais en même temps ça peut être contre-productif parce qu'il faut être prix Nobel ou prix Turing pour être espérer avoir une place quelque part, ce qui est quand même ce qu'on n'attend certainement pas des hommes. Donc, est-ce que du coup, il n'y a pas une autocensure du fait qu'on se pense devoir être exceptionnel, ce qui est quand même difficile de penser a priori. Donc ça, c'est la première question un petit peu provocante. La deuxième serait encore plus provocante il s'agirait de savoir si on a besoin de mentors hommes. Et évidemment, cette question a défrayé la chronique récemment dans Nature. Pour que les femmes se sortent de la crise et pour que les chercheuses s'en sortent, il faudrait avoir un mentor homme. Ce qui pose quand même un certain nombre de questions sur le fait de reproduire un schéma. De manière un peu caricaturale, je dirais que c'est un peu comme si on me disait marie-toi, ma chérie, et tout ira bien. Donc, je fais exprès d'être provocante. Donc, c'est ma deuxième question. Et ma troisième question est de savoir si les femmes arrivent à être non seulement mentors ou porter leurs congénères, mais est-ce qu'elles arrivent aussi à se solidariser et est-ce que finalement, c'était un petit peu ce qui était sous-entendu dans certains de vos propos, finalement, quand on s'est battu, quand on est arrivé, on n'a presque plus envie d'entendre parler de ça. C'est comme si on disait, bon, allez, c'est bon, je ferme la porte, c'est fini, j'en ai assez avec ça. Est-ce que c'est le constat que vous faites ou est-ce que c'est vraiment trop négatif? 3 questions caricaturales et provocantes volontairement. Je vous laisse décider qui commence. Je peux commencer, je peux y aller, Lise, c'est bon. Je vais aller dans l'ordre, là. On va attaquer pour la première question sur les femmes vitrines. Là. Moi, je pense qu'un truc qu'il faut souligner, là, c'est pour les femmes qui sont nommées à des postes de direction. Il y en a eu beaucoup quand même dans la dernière année, il faut quand même les nommer. La PDG de Mila, la PDG de Forumia, il y en a, bon, il y a Lise. C'est pas des femmes vitrines. C'est une chose qui est sûre. De toute manière, il n'y a aucune organisation qui prendrait le risque de nommer quelqu'un qui n'est pas compétent à un poste de direction. Ça n'arrivera pas. On n'est pas rendu là. Donc, toutes les femmes qui sont arrivées à ces postes-là ne le sont pas parce que c'est des femmes. C'est parce que, en premier lieu, ce sont les femmes compétentes pour leur expertise, pour tout ça. Donc, ça, je suis convaincue. Là où des fois, je vois plus le concept de femmes vitrines, c'est peut-être plus dans les milieux de conférences et sur les comités. Là, je le sens un peu plus parce que là, des fois, il y a des quotas, il y a des objectifs de certaines organisations. Je sais que la Chambre de commerce, entre autres, ils visent vraiment des comités, des représentations paritaires quand ils font des conférences. Ils ne sont pas les seuls, puis c'est une bonne chose. Là. Mais je vois que des fois, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, Lise donnait des chiffres, là. Je veux dire, dans certains domaines, là, on n'est même pas 25 de femmes. Là. Donc, à un moment donné, ça vient qu'on devient surtaxé. Là. On est toujours en demande. Là. Mais des fois, je le vois, ce principe-là, un peu de femme vitrine pour les conférences, puis les comités, puis les conseils d'administration, où là, on pousse un peu plus loin pour on se dit, ben là, il faut absolument une femme. Puis là, on n'est plus dans le domaine, OK, ben là, est-ce qu'elle répond bien? Moi, je suis régulièrement invitée sur des panels où j'ai pas du tout l'expertise. Évidemment, je refuse tout le temps, là, mais
quand c'est trop technique ou quoi que ce soit, je ne vais pas faire semblant. Là. Donc, mais ça arrive souvent. Ah, mais là, il faudrait une femme. Ben oui, mais je veux dire, je veux bien, mais je ne veux pas non plus. Au contraire, ça va me nuire. Là. Je ne vais pas inventer un doctorat en deep learning. Là. Donc, moi, ça m'arrive souvent. Les comités et les conseils d'administration, c'est un gros enjeu parce qu'en plus, ils ont une prise sur la gouvernance. Et là, des fois, oui, il y a ce concept de femme vitrine. Et moi, il y a même une petite tendance en ce moment, ce n'est pas généralisé, mais on voit des fois sur certains comités des femmes qui sont nommées avec peut-être une personnalité plus effacée, où on se dit, ben, elle ne va pas faire de trouble. Puis là, je ne veux pas généraliser, mais je le sais que ça arrive. Là. Ça arrive. Donc, surtout des conseils d'administration où on se dit, ben là, on n'a pas le choix. Là, notre organisme subventionnaire nous demande d'avoir au moins 25 50 de femmes. Il nous faut une femme, mais là, on veut garder le contrôle. Donc, on va dire, OK, bien, donc, je vois ce principe-là qui est vraiment malheureux. Donc, ça, c'est un constat que j'ai fait. Du côté des mentors, est-ce qu'on a besoin d'avoir un mentor homme? Non. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un... Je ne pense pas que le mentorat... Ça, c'est une question que je me pose de façon générale. Je me suis même dit, moi-même, je suis même tombée dans le piège en me disant, ah oui, il faudrait un mentor homme, justement. Tu essaies de trouver des pistes de solutions en disant, mais comment je vais évoluer, moi, dans cette arène-là? C'est comme, comment je vais faire pour m'outiller puis jouer cette game-là que je ne comprends pas nécessairement, puis que je ne veux pas nécessairement jouer. Mais dans le fond, ce n'est pas nous qu'il faut changer, c'est la game. Là, ça, c'est une autre histoire. Mais en attendant, faut qu'on puisse, tant qu'on a un premier ministre qui dit, moi, je parle de homme à homme là, dans des conférences de presse, il faut qu'on continue à trouver des moyens de survivre au quotidien parce que comme Lise, je pense qu'on a vécu, à chaque jour, des fois, tu mets ton armure. Là. Donc, je me suis dit, peut-être qu'un mentor homme, ça pourrait m'aider. Je ne le sais pas. Je n'ai pas la solution. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y en a pas de solution magique. Il faut avoir un bon réseau, s'entourer de personnes inspirantes qui nous comprennent. Ça, c'est le truc, par contre, que je trouve qui fait une grosse différence. Parler à quelqu'un qui n'a pas subi de discrimination et qui ne comprend pas, à moins qu'il soit rempli d'empathie, c'est vraiment difficile. Donc, je pense qu'il faut s'entourer de mentors diversifiés. Il n'y a pas de solution unique. Si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est les deux, je pense qu'il faut le faire. Mais encore là, pour moi, c'est juste comme un bond, parce que je pense que oui, là, on essaie de s'outiller, nous, à comment vivre dans cet écosystème-là, tandis que c'est la game qu'il faudrait changer. En fait, il faudrait qu'il n'y en ait plus de game. Il faudrait qu'on soit dans la collaboration, puis tout ça. Mais ça, c'est un sujet plus long. On pourra revenir plus tard dans les recommandations, puis ce qu'on pourrait faire dans les écoles de gestion par rapport à ça. Puis le troisième point par rapport à la solidarité, moi, quand je vois ce que les Boys Club ont pu faire pendant les dernières décennies, puis je ne suis pas une experte du concept de Boys Club, peut-être que Lise, tu vas pouvoir en parler mieux que moi. Quand je vois ce qu'ils ont été capables de créer avec leur solidarité, la corruption, ben oui, peut-être qu'ils ont fait des bonnes choses aussi, mais quand je vois tout ça, je me dis, imaginez si nous, on est solidaires. Puis là, je ne parle pas de Girls Club, là, je parle juste que la solidarité, ça peut faire beaucoup de choses positives. Donc, moi, je crois beaucoup en ça. Puis, quand on frappe des fois ce plafond de verre-là ou qu'on se sent démuni, juste de savoir qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu avant et qui vont vivre après, mais qu'on n'est pas toute seule, parce que c'est très émotif. Là. Quand ça arrive, là, je vous dis, en tout cas, s'il y en a qui ne l'ont pas vécu ou si vous allez le vivre à un moment donné, quand on se retrouve dans cette situation-là, on se sent un petit peu déstabilisé. Tu sais. Puis je pense que la solidarité peut vraiment faire une grosse différence. Donc, oui, si on peut comparer à ce que la solidarité a pu faire du côté des Boys Club, puis tout ce qu'ils ont été capables de contourner pendant toutes ces années, je pense que ça peut faire des très belles choses si on se met ensemble aussi. Puis on inclut les hommes, évidemment. On aurait aimé ça qu'il y en ait plus aujourd'hui, mais je pense que ça se fait ensemble. Comme le féminisme, oui, c'est féminisme, mais dans le fond, c'est juste l'égalité des sexes. Là, ce serait un peu pour la même chose. Ce n'est pas solidarité féminine, mais solidarité égalitaire. Là, je pense qu'on pourrait avancer loin avec ça.
pour répondre à ta question, femme valoir, moi, je le vois autant chez l'homme. L'homme valoir, puis femme valoir. Fait que quand on veut pas avoir trop de troubles, un peu comme Laurence vient de le dire, tu mets une personnalité un peu effacée, molle, puis elle va être là, que ce soit un homme ou une femme. La chose qui, moi, m'horripile en ce moment, c'est qu'on est dans un paradoxe. C'est qu'on doit combler un écart, un retard en termes de représentativité des femmes. Et là, quand je me retrouve soit dans des conseils d'administration ou en discussion avec certains groupes, on va dire, ben, on va prendre ce gars-là pour avoir telle chair. Puis là, je vais entendre une remarque, commencez pas à me dire qu'il faut mettre une femme. Parce qu'il faut mettre une femme. C'est hors de question, c'est la compétence qui prime, puis la compétence, c'est ce prof-là qui l'a, puis on va travailler pour qu'il ait la chair. Alors, ça, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que je sens qu'il y a encore du travail de sensibilisation à faire. On va justifier au nom de la compétence à tout prix que c'est ça qu'on prône, sans tenir compte d'un contexte défavorable dans lequel la femme et les différents groupes en minorité se battent. Ils ont comme des vagues et des vagues à combattre avant d'arriver là, puis on ne prend pas en contexte cet aspect-là. Puis on va justifier en disant qu'on est très rationnel, qu'il faut aller chercher quelqu'un de compétent. Alors, on nage là-dedans en ce moment, puis c'est ça que je trouve difficile. Puis oui, c'est vrai que dans certaines occasions, on va dire, bien là, il faudrait mettre une femme là pour telle chair parce que ça prend une femme. Alors, ça enlève beaucoup de crédibilité à la chose. Fait que donc, c'est un petit point, Lise, excuse-moi de t'interrompre, oui, mais un truc qui non, est super important, puis je voulais soulever que tu viens de toucher, là, c'est ce fameux paradigme de la compétence, là, qu'à l'université, en plus, tout ce qui est, c'est quoi les règles du succès, qu'à l'université, on parle d'excellence. C'est l'excellence qui prime. Mais moi, quand j'étais au privé, on parlait de performance. C'est la performance qui prime. Fait que dans le fond, c'est le même concept, c'est une façon, c'est ça. C'est juste qu'ils ne prennent pas les mêmes termes. Donc, notre gang de VP du secteur privé, ils parlent de performance. Ici, les profs, ils parlent d'excellence. C'est exactement le même concept. Mais c'est qu'il faut revoir, ben, OK, mais qu'est-ce qui définit quelqu'un d'excellent ou quelqu'un de performant? Par qui ça a été défini? Qui détermine ça? C'est quoi la grille? Est-ce que tout le monde est unanime là-dessus? Mais ça, c'est l'excuse parfaite. Ça, c'est leur drapeau qui sort tout le temps. Là. Ah non, c'est l'excellence qui prime, puis au privé, c'est la performance qui prime. Je voulais juste rajouter ce petit point. Non, mais c'est important parce que souvent, moi, mettons, je vais regarder un CV d'une femme, puis je vais voir, elle a 4 enfants. OK? C'est sûr qu'elle n'aura pas, je ne sais pas, là, 50 publications dans tel journal, etc. Elle a passé peut-être un bon 5-6 ans à avoir des enfants, puis c'est quand même tout un exploit, là. Alors, moi, c'est ça qui me tue, c'est de parler d'égalité quand c'est pas de l'égalité, c'est de l'équité. Puis l'équité travaille justement à rétablir les injustices ou les travers ou les obstacles dans lesquels on est, puis qu'on doit combattre pour en arriver là où on est. Alors, il y a vraiment toute une révision, puis c'est sûr qu'on pourrait avoir toute une conversation sur c'est quoi qu'on accepte comme critère. Quand on regarde un CV d'une femme chercheur, puis que tu vois qu'elle a eu les enfants, qu'elle a fait une fausse couche, tu sais, il y a beaucoup de choses, des fois, qui arrivent dans la vie d'une femme, tu sais, elle porte quand même l'humanité, là. Il y en a encore qui accouchent, là. Alors, donc, ça fait en sorte que moi, j'ai un problème avec ça. C'est qu'on met des fois des individus au même niveau au profit de l'égalité, au profit de la rationalité. Fait que ça m'horripile. Puis je me dis, il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de critères. Là aussi, l'autre question, est-ce que ça prend un mentor homme? Je vais être très honnête, oui, j'ai vu des femmes qui ont dit, oui, je vais aller chercher un mentor homme parce que ça va m'aider, ça va m'ouvrir des portes. Oui, 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 je le vois encore. Très, très bien. J'en suis très consciente. Puis je me dis, bon, ben garde, si ça prend ça, c'est-tu fou? Il faut vraiment changer le modèle de société. Sauf que quand je vois je trouve que ça te retombe toujours sur le nez à un moment donné. C'est que oui, parfois, certaines vont prendre des mentors hommes pour s'ouvrir plus de portes, mais ces mentors-là, souvent, ils ont un certain âge, ils ont une certaine façon de faire.
qui fait en sorte qu'à un moment donné, c'est beaucoup remis en question. Fait que des fois, ça peut être un tricky d'utiliser cette carte-là, puis tu as beaucoup plus de valeur si tu arrives avec par toi-même, là, puis de t'entourer justement d'un réseau. Laurence parlait de solidarité, je pense que ça, c'est la clé. Si tu es dans un réseau solidaire qui partage des valeurs qui sont la justice sociale, l'équité, l'entraide, la coopération, tu vas te nourrir, puis ça va t'aider à te rebondir. Parce que, prime abord, quand tu es DG, directrice, peu importe, tu es tout seul au front. C'est pas ton réseau qui va arriver devant ton conseil d'administration ou devant des fois un groupe pour faire valoir, tu es tout seul au front. Là. Le groupe, il est là. Mais quand même, ça va te nourrir. Puis ça, moi, je pense que c'est vraiment important. Les Boys Club, oui, c'est là. Oui, c'est fort. On les décrit de plus en plus. Puis je me dis tant mieux parce que j'espère juste que les femmes ne vont pas faire un Girls Club parce que je trouve que c'est répéter la même chose. Puis ça, je trouve ça affreux. Je préfère plus avoir un réseau diversifié qui nourrit qu'avoir le même modèle, le même pendant à l'autre côté. Mais les Boys Clubs sont organisés. Ça fait des années qu'ils sont organisés. Ça fait des années qu'ils se parlent. Moi, je le voyais même dans mon propre département. Les femmes, par exemple, il arrive une situation, elles ne comprennent pas, elles vont lire, elles vont faire ci, etc. Il y a certaines catégories de mes collègues, eux autres, ils vont aller se parler, ils vont aller prendre une bière, ils vont aller se valider. Là c'est bien important, il faut qu'ils se valident s'ils ont compris la bonne affaire. Là. OK? Puis là, quand ils se sont tous nourris, OK, là, ils arrivent en gang où ils vont faire des lobbies. Ce que je vois moins, par contre, chez mes consoeurs. C'est très rare que je vais voir des femmes. Il y en a qui font du lobby, OK, je ne vous le cacherai pas, mais je vois ça moins fréquent que les collègues masculins qui, pour se rassurer, tu sais, des fois, on a tendance à véhiculer un stéréotype que la femme est insécure. Ça, c'est une autre affaire qui me fait hérisser le poil. OK? Moi, je vois plus une insécurité du côté de mes collègues masculins qui vont aller justement se parler entre eux, puis valider des choses, puis faire différents groupes comme ça, puis aller faire des lobbies pour que ça marche. Alors, à quelque part, je pense qu'il faut craquer ça, puis continuer à travailler les solidarités diversifiées. C'est vraiment, vraiment important parce qu'il y en a qui veulent faire avancer les choses. Il y en a qui sont drivés par la coopération, la concertation, puis je pense que c'est plus on va se repérer à ce niveau-là, ben, je pense que le modèle, à un moment donné, il va bien finir par finir. Le modèle de rapport de force, ce dont on parle, en tout cas, j'ose l'espérer, du moins. Merci à toutes les deux. Vous avez pointé du doigt des stéréotypes qui ont la vie dure sur la performance et sur la compétence qui, quand même, nous fait toutes hérisser le poil, je crois, ici. Quant à l'insécurité, n'en parlons pas. On reviendra peut-être sur ces stéréotypes et sur la façon dont on pourra essayer de combattre ou les recommandations qu'on pourrait faire. Mais je voudrais apporter une petite question complémentaire par rapport à la question de la dévalorisation. Souvent, on constate que quand enfin des femmes arrivent en plus grand nombre sur certaines professions, soit la profession est dévalorisée, soit les femmes elles-mêmes sont dévalorisées. Et là, je me tourne encore une fois auprès d'Éléonore, puisque très souvent, on peut entendre « Ah oui, mais toi, ça va être facile pour toi si tu es en sciences des données parce que tu es une femme. » Et donc, sous-entendu, tu vas bénéficier d'une discrimination positive, comme si elle ne devait pas, de la même façon que n'importe quel autre candidat, démontrer toutes les qualités requises. Donc, il y a un peu un effet pervers finalement de dire, mais toi, tu vas te faire aider puisque dans ce domaine, on sait qu'on manque de femmes, donc pour toi, ça va être facile. Donc ça, il y a quand même une question à se poser là-dessus et la façon dont on peut combattre ce discours. Parce que c'est presque comme si on arrivait finalement en fin de raisonnement en disant, mais non, mais maintenant, comme il n'y a plus de plafond de verre et comme on veut tout rattraper, ben voilà, maintenant, on va ouvrir les vannes et il n'y a plus de place que pour les femmes, ce qui reste faux.
Donc, c'est la première remarque que je voulais faire. Et la question de la dévalorisation des professions, on le voit, je vais citer un exemple français, on le voit dans les professions de professeurs en droit, par exemple, il y a beaucoup de femmes maintenant. Il y a beaucoup de juges aussi femmes. Et ce sont des professions qui ont été extrêmement dévalorisées ces dernières années en France. Ailleurs aussi peut-être, mais en tout cas, c'est très flagrant. Même si je rejoins ce qui a été dit, les femmes sont plutôt maîtres de conférences, donc plutôt à un premier niveau qu'au niveau de professeurs des universités, qui est le niveau au-dessus, où là, on a énormément de femmes de maîtres de conférences, mais très peu qui arrivent à être professeurs. Donc là aussi, on garde les deux vitesses, si je puis dire, mais il n'en demeure pas moins que l'ensemble de la profession désormais est féminisée, un peu dévalorisée, surtout dans l'enseignement. C'est un peu la planque pour les femmes qui ont des enfants parce qu'elles vont pouvoir ne pas trop travailler. Enfin, c'est un peu l'image qu'on en retire, y compris à des postes d'université. Donc là aussi, je pousse le bouchon un peu loin, je pousse la caricature, mais c'est vraiment le vécu. Et si vous le permettez, je voulais vous interroger là-dessus sur ces questions de finalement, on se retrouve avec le discours inverse où on dit tu vas être valorisé et puis de toute façon, toutes ces professions-là, maintenant que tu y es, c'est plus très intéressant parce que c'est plus ça qu'il faut faire maintenant, c'est pour être au top, il faut faire encore autre chose et là, il y a trop de femmes, c'est plus intéressant. Je ne sais pas qui veut y aller. C'est une question surprise. Hein. Non, ben, c'est pas une dans le sens je ne sais pas quoi répondre. Très honnêtement, je suis un peu embêtée. Quand tu parlais, Céline, je repensais, moi, j'ai eu mon poste à la fin des années 90 de professeur. Parce que quand tu citais maître de conférence, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes que ça prend du temps avant d'avoir un poste. Puis, c'était des années difficiles. Rappelez-vous, à la fin des années 90, avoir un poste de prof, là, ça relevait. Moi, je me rappelle, j'avais une amie sociologue qui m'envoyait les statistiques. Lise, tu as fini ton doctorat. Si tu n'as pas un poste d'ici 2 ans, tu n'en auras jamais. J'avais toujours ce petit commentaire-là. Puis, à un moment donné, il y a eu une entrevue. Puis, une de mes collègues féministes m'avait envoyé une étude faite dans les bureaux d'avocats, justement, qui disait que les femmes n'arrivaient jamais à être associées en bas de 40 ans parce que les grands bureaux d'avocats disaient elle n'est pas productive, elle va avoir des enfants, on ne la mettra pas associée. Ça, peut-être, ça fait archaïque si j'ai des jeunes générations qui nous écoutent aujourd'hui, mais c'était dans les années 2000. Puis ça se dit encore, mais ça se dit de façon pour que ça passe politiquement correct. Puis, moi, je me rappelle, pour ce poste-là, j'apprends que je suis enceinte. La première chose que mes amis féministes me disent, c'est mieux de ne pas dire en entrevue que tu es enceinte. OK? C'est parfait. Je dis, mais voyons, je trouvais que c'était fou, là. Mais non, OK. J'ai dit, OK, je vais les écouter, Je passe mon entrevue. Je ne dis jamais que je suis enceinte. J'ai tout de suite un cours. Comme j'étais la femme, la dernière arrivée, mon cours, j'avais souvent des cours le lundi matin à 8h30 et le vendredi à 1h30. Vous savez, s'il y en a qui sont dans le domaine universitaire, c'est les plages horaires que personne ne veut. OK? J'ai eu pendant 2 ans des cours le lundi et le vendredi. Et ma fille est née au mois de mai. Et j'ai caché ma grossesse tout le long de la session. Tout le long. Ça paraissait pas, j'étais chanceuse. Et à un moment donné, je suis allée porter mes notes à la fin d'avril. Je dis, je pense que mon bébé va arriver bientôt, fait que j'ai corrigé plus vite que prévu. Voici mes notes. Puis la personne, c'était une femme à l'époque, elle dit, comment ça, tu es enceinte? Je dis, ouais, c'est ça. Elle dit, ça paraît pas. Elle dit, t'es mieux de revenir. À l'époque, moi, j'avais 16 semaines de congé. Pas comme cette année. Alors, j'ai dit, t'inquiète pas, je vais être là en septembre comme prévu. Puis la première chose que les gens ont dit, c'est avoir su qu'elle était enceinte, on ne l'aurait pas engagée. Fait que je sais que ça ne répond pas vraiment à ta question comme telle qui est beaucoup plus large, mais j'aurais aimé avoir plus d'éléments pour illustrer ça, mais je me disais, moi j'ai vécu ça au début des années 2000.
j'entends des jeunes collègues, j'entends exactement la même chose. Je me dis: «Merde, ça a pas changé». Ouais. Sans parler du fait que, soi-même, on peut s'auto-censurer par rapport à ça. Je me suis pas mal auto-censurée pendant mes 3 grossesses, donc je vois ce que tu veux dire, Lise. Même si c'est pas forcément, des remarques directes, on se sent obligé de pas trop en faire avec sa grossesse, si je puis dire ça comme ça. Donc on se sent obligé de travailler un maximum, de faire en sorte qu'il y ait pas d'interruption ou, On c'est continue comme si ouais, rien n'était, absolument, puis, c'est quand même toute une chose. absolument, comme en pandémie. Laurence, est-ce que tu vas ajouter, quelque Ben, chose? un peu comme Lise, ben, je n'ai pas tant d'éléments de réponse non plus, sauf de dire qu'effectivement, qu'on le voit, la discrimination positive, c'est sûr qu'on en parle. Moi, à chaque fois, j'ai la même réaction quand j'entends quelqu'un dire ah, ben oui, on sait que ça va être facile, ou ah, c'est avantageux pour les femmes, ou ah, les quotas. Je n'ai pas de solution, mais ça vient toujours me chercher. Là. Je pense qu'il faut qu'on continue la discussion par rapport à ça. Je pense que c'est un manque profond de compréhension de pourquoi on en est là, pourquoi on en arrive des fois à demander à ce qu'il y ait des femmes, pourquoi on en arrive à avoir certains quotas ou certains objectifs. Ça manque de sensibilité, honnêtement. Là. Donc, je pense qu'il faut, ça manque d'empathie, puis souvent, ça vient des personnes qui, eux, n'ont jamais vécu nécessairement de discrimination aussi. C'est souvent ça, le lien conducteur. Là. Comme moi, je ne peux pas. Moi, je dis souvent, puis j'ai souvent cette discussion-là avec Marie-Lou, notre conseillère en EDI, quand tout le mouvement Black Lives Matter est arrivé, là, je n'ai jamais eu l'ambition de dire que je comprenais ou que je vivais la même chose qu'elle, tu sais. Mais je sais c'est quoi être une femme, puis j'ai vécu de la discrimination comme femme, puis c'est pas pareil, là. Mais j'arrivais quand même à avoir un fil conducteur pour essayer de me brancher un petit peu à ce qui se passait, tu sais. Fait que je pense qu'il faut avoir, c'est important d'avoir ce recul-là, puis ces sensibilités émotives-là. Là. Puis des fois, ben, il y en a qui n'ont juste pas le fil conducteur. Donc, pour moi, ça découle de ça. Les gens qui font des réactions comme ça va être facile pour toi, ou la discrimination positive, c'est pas juste pour les femmes, c'est des gens qui sont complètement déconnectés. Là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas d'éléments de réponse plus concrets, parce qu'on se dit, mon Dieu, ça dépasse l'entendement. Là. Tu dis, coudonc, c'est tellement gros que c'est ridicule. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aux arguments pour contrer ce genre d'arguments absurdes. Et c'est sans doute le plus difficile de contrer les arguments absurdes, tellement c'est complètement à côté de la réalité vécue. L'autre terrain sur lequel j'aimerais vous entraîner, justement, est de savoir s'il existerait, là aussi, ça fait partie des clichés que l'on entend parfois, existerait-il des leaderships féminins, des façons plus éthiques de considérer les choses, justement? Et est-ce qu'à l'inverse, ce ne serait pas un poids qu'on mettrait sur les femmes et quelque chose qu'on attendrait des femmes, qui du coup les met toujours en situation d'être celles qui rappellent les valeurs, qui rappellent l'éthique. Et c'est un peu en fin de réunion, quand on a discuté de choses très importantes, on s'est enfin mis d'accord et ramener ces sujets-là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Laurence. C'est un petit peu le poids et la femme passe un peu pour la râleuse ou celle qui doit toujours rappeler ses valeurs et ça embête tout le monde en fin de réunion, là aussi pour caricaturer, pousser le bouchon. Laurence, peut-être? Oui. Et je vais demander à Madame Langlois si elle veut bien couper son micro parce que je crois. Ah voilà. Ouais, je pense que c'est fait. Ouais. Voilà, merci. Pas toi, Lise. Une autre, Madame C'est Lise Langlois. d'abord. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux parler quand tu veux. Le- Donc, ben, pour parler de leadership féminin, puis oui, on met des gros guillemets parce qu'il ne faut pas généraliser, puis il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Là, surtout que maintenant, la notion de féminin, sexe versus genre, il y a beaucoup de questions autour de ça. Donc, on y va de façon délicate. Moi, je peux dire que j'ai remarqué au fil de ma carrière qu'il y a un certain type de leadership plus collaboratif, empathique, collégial, comme on dit à l'université, qui est, de mon observation, souvent plus adopté moins hiérarchique aussi, plus adopté par les femmes. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle, surtout du côté au secteur privé.
ou un autre type de leadership qui est plus autoritaire. Bon, donc ça, je l'ai remarqué. Puis j'ai aussi remarqué qu'un leadership peut-être plus empathique ou collaboratif peut être aussi adopté par des hommes. Moi, je l'ai vu quand j'étais au secteur privé. Et qu'eux aussi vivent de la discrimination, qui arrivent eux aussi, qui ont des enjeux. Là. Donc ça, je l'ai remarqué. Et moi, je pense qu'il faut adopter plein de types de leadership, puis il faut avoir plein de façons différentes d'aborder les choses, puis comme Lise le disait, quand elle parlait un petit peu des hommes qui faisaient des lobbies ou qui allaient prendre une bière, puis qui se préparaient entre eux, puis tout ça, ça, c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. La façon, puis encore là, je ne vais pas généraliser, mais j'ai remarqué, la fameuse étiquette des femmes premières de classe. OK? La façon de se préparer à un comité. Là. Quand tu as un gros comité, tu as des grosses décisions à prendre, comment on se prépare, c'est pas du tout la même. En tout cas, puis là, encore là, je m'excuse de généraliser, mais assumez que tout ce que je vous dis, c'est je parle de mon expérience personnelle. La façon de se préparer, pour les femmes, on est préparé, on prend connaissance du dossier, on prépare nos key points, on arrive, tout ça. Peut-être tu arrives à la rencontre, puis là, tu réalises qu'il y en a 4 qui se sont vus la veille, qui se sont entendus entre eux. Tu sais, c'est pas du tout du tout le même style de leadership. Là, ils se sont entendus entre eux. Là. Donc là, tu arrives confronté à ça les premières fois, là, puis là, ça t'a sûrement arrivé, tu te dis, mais coudonc, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que j'étais bien préparée. J'ai fait tout ça. Eux, ils ont pris une bière, ils se sont entendus, puis c'est réglé. Tu sais, moi, j'ai plus mon mot à dire. La première fois que ça arrive, tu te dis, mais coudonc, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et cette fameuse étiquette que j'entends souvent de la femme, le profil première de classe, puis vous allez rire, dans le milieu privé, on dit, elle est très académique. On dit ça des femmes VP, tu sais, c'est un peu le... Non, mais c'est ça, tu sais, c'est un peu ce préjugé, de ce stéréotype-là. Donc, oui, on le voit un petit peu, les styles de leadership, mais moi, je pense qu'il faut une pluralité de leadership. Mais je pense surtout qu'il faut avoir une ouverture. C'est surtout l'ouverture sur le fait que les autres ont un autre style de leadership. Puis accepter que sur ton comité, il y en a qui ont peut-être moins la facilité à s'exprimer quand c'est difficile, de leur donner la parole. Tu sais, je ne demande pas à tout le monde d'être dans la collaboration, puis d'être ouvert, puis d'être dans une bulle rose. Ce n'est pas ça. C'est juste avoir une ouverture vers l'autre. Okay? Toi, c'est ton style. Il y en a qui aiment ça. Là. Nous, on parle de la reine, puis on est comme un peu traumatisés, là, ça joue fort. Il y en a qui. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y en a qui adorent ça. Ils s'alimentent la confrontation. Moi, c'est ça que j'ai réalisé. Qu'est-ce que tu fais quand tu débats avec quelqu'un qui est alimenté de la confrontation et qui aime ça, qui est dans sa zone de confort? C'est ça qui est difficile. Mais, c'est correct pour toi, mais il faut juste avoir une ouverture qu'il y en a qui sont différents et qu'il faut laisser la place à tout le monde. Moi, je pense que ça, c'est le point qui est important. L'autre point aussi dont tu parlais sur le poids pour les femmes, de parler de DI, ça, c'est sûr. Là. Ça, c'est un. Puis moi, je le vis en passant, puis moi, je suis là pour en parler. Puis là, 5 ans, je ne savais même pas c'était quoi le DI. Là, donc, par défaut, quand tu es une femme avec un certain rôle de gestion, tout d'un coup, c'est toi qui deviens la responsable de ça. Moi, tous les jours, comme Lise le disait, je veux prendre le temps, je veux continuer à me battre, à mettre ça de l'avant, même si, en plus de tout ce que mes collègues masculins ont à parler, de budget, de ressources humaines, d'opérations, là, moi, en plus, il faut que j'arrive avec... Donc, c'est quand même, il faut le dire, c'est une charge de dé, mais il faut quand même s'auto-dire, OK, oui, mais ça vaut la peine, il faut le faire pour les autres, il faut le faire pour nos collègues, mais ça reste quand même un poids, selon moi, qui est additionnel, surtout qu'on n'est pas toutes des expertes, là. Puis moi, comment je représente ça, puis que j'en parle de façon intelligente, même si je n'ai pas fait un doctorat là-dessus, il faut que je m'éduque, il faut que j'en discute. Donc, oui, c'est clair que c'est un poids. Puis oui, il y a plein les en parlaient plus tôt dans la rencontre. Oui, il y a des femmes qui se sentent surtaxées. Là. C'est pas compliqué, là. Les mathématiques sont là, pas besoin d'être mathématicien. Là. Si tu as 25% des femmes de ton 25% des personnes de ton écosystème sont des femmes, puis tu veux des comités paritaires à 50%, ils sont sollicités 2 fois plus. Là. À un moment donné, les maths sont là. Puis nous, on se sent mal, mais en même temps, c'est ça qui fait avancer les choses. Fait que c'est toujours un petit peu, tu es comme tiraillé dans cette réalité-là. Puis moi, ce que je pense, puis j'en ai pas de solution, là, mais c'est sûr que dans une organisation, selon moi, la responsabilité de DI doit être partagée, c'est clair.
Et elle doit être aussi, c'est la direction de façon générale qui doit avoir cette imputabilité-là. De toute manière, la valeur ajoutée, elle est là. On le sait, on le voit, les équipes multidisciplinaires diversifiées sont plus efficaces. Il y a plein d'études là-dessus. On le sait qu'il y en a une valeur ajoutée. Donc, tout dirigeant d'organisation voit une ouverture, là. Donc, c'est clair que de toute manière, c'est comme avoir des finances saines, là, d'avoir une équipe diversifiée. Ça tombe dans la performance. On vient de parler de performance. Mais vous allez avoir une équipe plus performante. Donc, moi, ça devrait être la responsabilité de la direction. Par contre, l'expertise peut être une autre personne, comme nous, on a une conseillère en EDI, comme dans les universités maintenant, d'avoir une expertise pour pas justement que la femme qui se retrouve à la tête d'une organisation ait en plus le poids de l'expertise ou n'est pas nécessairement une experte. Donc, moi, je pense que c'est une façon de répartir un peu de répartir la situation, mais j'aime pas la façon dont des fois, OK, il y a une femme sur le conseil, elle est responsable de l'EDI, ou OK, on a une organisation, on crée un poste en EDI, c'est lui, des fois, c'est des hommes, puis tant mieux, c'est lui le responsable. Voyons, c'est quoi ça, là? C'est transversal, c'est partagé, puis il y a une donc, puis ça, c'est des discussions je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est comme si que de mettre une personne, de créer un poste, comme on le voit souvent, le gouvernement le fait souvent, il crée des comités, il crée des commissions. C'est le même syndrome, là. Tu dis, on va créer ça va être fait, on va créer un poste de commissaire ou... non, il faut que la responsabilité est à la direction. On a dans notre équipe des experts qui sont là pour nous accompagner là-dedans, qui, eux, c'est leur expertise. Donc, moi, je le vois comme ça. Je pense que c'est le meilleur modèle, selon moi, pour avancer, là. Merci, Laurence. Déjà, des pistes de diversité de leadership et responsabilité partagée. Donc, ça passe par le collectif sur pas mal de sujets. Lise? Oui, ce que je peux rajouter à ça, c'est sûr que quand on pense au modèle en vigueur, on est aux prises avec un modèle un peu archaïque, hérité du passé, hein, qui est basé sur le pouvoir. Puis je dis pas que le pouvoir est mauvais, c'est la manière dont qu'on dirige le pouvoir qui, moi, m'interroge. Alors, c'est souvent un pouvoir sur les autres, un rapport de force, puis ce modèle-là est bien présent dans les organisations. Puis c'est sûr qu'il y a des modèles que Laurence a avancé au niveau plus collaboratif, qui recherchent les consensus, la négociation, qui met de l'avant l'intelligence collective. Alors, mais c'est comme, moi, des fois, j'ai comme l'image de deux tours. Hein. C'est comme, tu as un modèle archaïque là, qui est punché, qui veut s'effondrer, mais qui tient bien en place. Puis tu as un autre modèle qui essaye de prendre forme avec beaucoup de difficultés parce que c'est beaucoup d'énergie de travailler dans un modèle de leadership de collaboration parce que qu'est-ce que tu fais? Tu consultes, puis consulter, ça te prend du temps. Puis après ça, il faut que tu trouves des consensus. C'est un modèle énergivore, là. C'est pas du tout en tout cas, en tout cas, moi, je trouve que ça prend du temps, mais en même temps, tu as des gains à long terme. Et souvent, on ne les voit pas, ces gains-là. Fait que moi, je me dis, plus la recherche va illustrer l'apport des modèles collaboratifs en termes de cohésion sociale, relations sociales, cohérence, en tout cas, des éléments qu'on peut voir là, quand on travaille sous ce modèle-là, mais plus la recherche va démontrer cet apport-là, je trouve que ça va être intéressant, puis ça va donner du poids à ce que le modèle passé parte vite. Mais je suis pas naïve parce que je sais très bien qu'il y a certaines femmes qui s'inscrivent dans ce modèle et l'utilisent pour réussir. Puis ça, je trouve ça dommage parce qu'elle perpétue, si on veut, elle perpétue ce qui est difficile à faire marcher, là. Du moins qu'on essaye de décrier. Fait que, mais je veux pas associer ça qu'à des hommes. Je sais que c'est des hommes qui l'ont bâti, puis qu'on est pris avec ça parce qu'il n'y avait pas la parité. Si on regarde les modèles de gestion, c'est ça. Puis quand on regarde les débuts de la coopération, en passant, ça a été apporté par une femme aux États-Unis qui a proposé que ça serait peut-être le fun de travailler sous un mode collaboratif au tout début du siècle, puis par la suite, ça a fait des petits, là. Alors ça, je trouve ça intéressant. Mais je pense que souvent, ces idées-là qui sont apportées, comme la collaboration, le consensus, c'est quand tu es dans une position de fragilité, puis tu vois le manque.
On dirait que tu es comme assis, puis tu vois ce qui se passe, puis tu te dis, mon Dieu, ce serait plus facile si on collaborait. Fait que tu vois le manque, tu es beaucoup plus sensibilisé, tu as une conscience très aiguë des injustices, si on veut. Fait que là, tu peux peut-être faire avancer les choses. Puis quand tu es en situation de pouvoir, comme Laurence et moi présentement, ben, je me dis, profitons-en, profitons-en. Mais c'est pas gagné d'avance en passant. Mais je crois que quand les femmes arrivent justement dans des positions où elles peuvent apporter un changement, si petit soit-il, il faut qu'elles continuent à arriver le clou là-dessus. Il faut vraiment que, puis c'est vrai que ça va demander des efforts peut-être un peu plus grands, un peu plus énormes là-dessus, mais je crois qu'il ne faut pas lâcher parce que parce que c'est ça. Puis, tu avais mentionné dans ta question la dimension éthique. Laurence, elle a parlé de l'EDI. Moi, je vais revenir à l'éthique. Je travaillais en éthique sur des modèles qu'on appelle l'éthique du care, l'éthique de la sollicitude en français qu'on disait souvent, puis l'éthique de la justice. Puis la question que je me posais, c'est si les hommes et les femmes avaient un leadership plus tourné soit vers le care et la sollicitude, parce que longtemps, dans certains travaux, on disait que les femmes étaient plus portées vers l'éthique de la sollicitude, vous vous en doutez, versus les hommes plus portés vers la justice. Alors, j'ai dit, on va aller, entre autres, vérifier ça. Et effectivement, ben pas effectivement, mais moi, je me suis rendu compte que la sollicitude et la justice étaient autant présentes chez les hommes que chez les femmes. C'était pas quelque chose de genré, comme ça a été longtemps véhiculé dans les résultats de recherche. En tout cas, du moins, dans les échantillons qu'on faisait, puis j'arrivais à une banque de 6 000 là, quand même. Ça commençait à avoir un certain poids. Et ce que je voyais, par contre, c'est que la variable genre avait un score beaucoup plus élevé au niveau de l'éthique. Et quand je regardais, mais c'est qui porte l'éthique? C'était souvent les femmes. Puis ça, c'est les chiffres qui me disaient ça, là. C'était pas Lise Langlois, c'était vraiment les chiffres qui montraient que la dimension de l'éthique de la justice ou des injustices qui étaient perçues dans l'organisation qui créait des manquements éthiques était portée par les femmes. Alors, ça pour moi, j'ai vu une différence à ce niveau-là. Au plan de l'éthique, au plan du leadership éthique, je voyais bien que les femmes qui manifestaient une forme de leadership éthique étaient vraiment ancrées dans un leadership de justice, très près de l'équité, et qu'elle n'acceptait moins là, tout ce qui sortait du cadre de la non-conformité, là, de ce qui était entendu. Là. Ça, c'était quelque chose qui leur occasionnait beaucoup plus de difficultés. Fait que mon propos, puis je veux qu'on fasse attention, c'est pas de dire qu'il y a moins d'éthique chez les hommes, mais c'était porté plus fortement par les femmes. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est parce qu'elles voyaient un peu plus justement les manquements? Ça, il aurait fallu explorer ça au plan qualitatif, là, mais c'est ce que je voyais. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu dis ça, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Donc, merci Lise d'éclairer ça. Il nous reste 10 minutes et j'aimerais vous poser la question des recommandations très rapidement, mais j'aimerais aussi laisser la parole à la salle également. Donc, je vais vous demander si vous pouvez de faire une réponse courte sur vos préconisations. Je me lance vite, Laurence, soir, je vais faire ça. Moi, je dis augmenter la diversité dans la recherche en intelligence artificielle, mais cela va nécessiter des interventions politiques pour s'attaquer aux problèmes à la racine, c'est-à-dire l'enseignement supérieur et les universités. Donc, ça, je trouve que c'est important. On a parlé beaucoup d'EDI, donc créer des environnements inclusifs. Si, mettons, il y a des conférences prestigieuses dans le domaine de l'intelligence artificielle, ben, je pense qu'il faut faire une place à des sujets comme les femmes, la diversité, l'intersectorialité. Puis, il y a un gros travail à faire. Je ne suis pas sûre qu'en ayant, on sait c'est quoi l'intersectorialité.
mais la conception apportée par les confirme je confirme que non. Pour avoir eu cette conversation plus d'une fois, oui, je confirme. C'est ça. Donc, il faut ouvrir. Il faut vraiment ouvrir. Il ne faut pas juste dire présentez votre papier de communication puis parlez-nous de l'EDI. Non, il faut montrer concrètement qu'il y a des panels là-dessus. Puis pas le petit panel vendredi après-midi là, à la fin, parce que ça aussi, c'est une stratégie. Tu sais, des fois, d'avoir une salle de classe à côté du chauffe-eau, là, moi, je pourrais vous en parler longtemps, ce bout-là. Je pense que les vastes domaines d'application puis l'impact potentiel de la technologie va attirer davantage les femmes dans le secteur. Puis ça, je le vois dans le secteur médical. Je vois que les femmes s'impliquent parce que ça semble correspondre à certaines valeurs qu'elles priorisent. Dès qu'on voit des applications portées vers le service A, puis là, vous allez dire, ah non, Lise, tu tombes dans le préjugé. OK? Mais n'empêche que quand je parle avec ces femmes-là, c'est ça qu'elles disent, regarde, ça va rapporter, ça va contribuer. Alors, ça me semble intéressant. Rendre les groupes sous-représentés plus visibles, mais cela doit se faire de manière réfléchie, pas sur le coin d'une table. Donc, moi, je pense que ça prend un programme d'activité systématique beaucoup plus large. Puis, s'engager, ça j'en ai parlé au tout début, s'engager dans la transparence des pratiques d'embauche, parce que mine de rien, la manière dont on sélectionne les candidats, comment ils sont classés, comment ils sont rémunérés, comment ils sont promus, c'est encore, à mon avis, opaque. C'est là-dessus là, que je vous laisserai sur ces points. Merci, Lise. Ben, c'est bon, je pense qu'on est complémentaires. Moi, j'ai une approche un peu plus terre à terre. Ben, je pense que la première chose, on en a parlé, c'est d'avoir cette prise de conscience-là. Peut-être que je l'ai dit parce que moi, je ne l'avais pas. Donc, s'il y en a qui ne l'avaient pas aujourd'hui, de l'avoir, que peut-être qu'on a une impression que c'est réglé, mais quand on arrive à des postes en position de pouvoir, qu'on réalise que ce n'est pas du tout. Je pense aussi qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège des fameux quotas et objectifs. Je trouve qu'en ce moment, parce qu'avec les organismes subventionnaires, ils mettent des objectifs, il y a beaucoup d'accents qui sont mis là-dessus. Okay, il faut arriver aux objectifs, de montrer qu'il y a un impact positif aussi derrière ça. Là. Le but, ce n'est pas juste d'avoir 25 ou 50 c'est le fait de, mais voyez tout ce qui en découle, le côté plus qualitatif ou, comme Marie-Lou me dit souvent, l'impact social. Donc, je pense que ça, c'est important de voir ça. Partager la responsabilité EDI, trouver une façon dans la structure organisationnelle que l'EDI, qu'on n'a pas juste quelqu'un qui est là pour parler d'EDI ou oui, c'est correct qu'on a une femme sur le conseil, c'est réglé. Trouver une façon de partager cette responsabilité-là. Moi, je dirais encore plus loin, là, si on parle vraiment dans la gouvernance, dans les statuts, intégrés dans les statuts des organisations. Peut-être pas nécessairement des quotas, mais des critères. Parce que là, souvent, on fait des énoncés un peu, OK, oui, bon, le conseil d'administration s'engage à respecter les enjeux de DI. Mais c'est pas ça, il faudrait que ça soit plus loin. Tu sais, nous, on le fait des fois, là, puis Lise, tu dois le voir, sur des conseils. Il faut un représentant par université. Il faut un représentant en éthique, un représentant en IA. Mais pourquoi pas? OK, bien, si on le fait, ça, c'est une sorte de diversité. Fait que si on reconnaît cette diversité-là, scientifique, locale, pourquoi est-ce qu'on ne la verrait pas aussi d'un point de vue de genre? Moi, je pense. Et là, si c'est intégré dans les statuts, mais tu n'as pas de battre, ça le dit, là. C'est écrit, c'est légal. Tu sais. Puis quand tu recrutes quelqu'un, ce n'est pas le temps de chercher ta gouvernance parce que ça montre que tu n'as pas une bonne gouvernance. Fait que si c'est écrit dans tes statuts, tu n'as pas le choix de le suivre. Donc, moi, j'irais plus loin que ça, là, que de juste mettre cet énoncé dans les statuts qui dit qu'on s'engage. Donc, ça, c'est un truc très concret. Après, Lise en a parlé, on n'en a pas parlé beaucoup, les fameux biais en recrutement. Effectivement, là, engager quelqu'un qui nous ressemble, ça c'est clair qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire de ce côté-là, mais je pense que les conseillers en EDI, puis les ressources humaines des universités, puis les organisations travaillent beaucoup là-dessus. Donc, ça, c'est bien parti. Finalement, du côté du leadership, moi, je pense que les écoles de gestion ont beaucoup à faire là-dessus aussi. Moi, je vois beaucoup là, je n'ai pas une opinion encore marquée là-dessus, là, mais sur des leaderships féminins, je reçois beaucoup de formations là-dessus. Une semaine, formation exécutive, leadership pour les femmes.
Je ne suis pas sûre que ce soit nécessairement la bonne affaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir autour des profils de gestion. Il y a encore à faire. Puis je ne suis pas sûre que de dire que c'est des gestions plus pour les femmes, ça règle la solution. Mais on pourra en débattre avec des profs d'HEC dans une autre conférence. Dans une autre instance, c'est assez intéressant. L'étape d'après, effectivement, pour finir sur ce que tu viens de dire, Laurence, et ce que disait Lise, ce serait à nous, effectivement, au sein de nos institutions, de réfléchir pour aller plus loin et à commencer par les universités. En effet, à la fois dans notre milieu professionnel, mais à la fois dans ce qu'on véhicule pour les étudiants et étudiantes et la façon dont on conçoit les programmes. Il y avait un certain nombre de commentaires pendant toute la discussion. Je vous invite à lever la main ou à vous signaler. Je vois que Marie Carpentier est parmi nous. Bonjour Marie Carpentier. Et je vous laisse vous présenter et poser votre question. Oui, bonjour. Donc, Marie Carpentier. Je suis conseillère juridique à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et je vais faire partie du panel de la semaine prochaine. Donc, je vous invite chaleureusement au panel de la semaine prochaine. J'étais très contente de vous entendre aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant. Je veux vous remercier aussi de votre franchise sur les obstacles que vous rencontrez dans votre carrière. Je voulais juste amener des éléments de réflexion supplémentaires, notamment, vous avez manifesté un manque d'arguments quant à l'usage de la discrimination positive. Donc, d'une part, je voulais juste spécifier que à la commission, puis en droit de façon générale, on ne distingue pas égalité et équité, mais on parle de discrimination formelle versus d'égalité réelle et égalité formelle. Donc, l'égalité formelle, c'est de donner exactement le même traitement à tout le monde sans tenir compte de la condition spécifique de la personne en cause. Et puis, l'égalité réelle, ben, c'est de tenir compte des désavantages que subissent certaines personnes dans la société, dans le contexte actuel. Donc, la discrimination positive est en lien avec la question de l'égalité réelle. Puis donc, ce que vous pouvez répondre aux détracteurs, c'est de dire, ben, en fait, c'est pas la discrimination positive, c'est pas le fait de fournir un avantage, c'est le fait de combler un désavantage. Donc, ça va dans le sens de combler un désavantage préexistant. C'est juste pour ramener tout le monde justement au pied d'égalité. Donc, c'est pas pour fournir un avantage aux personnes concernées, que ce soit des femmes ou dans le contexte du travail. Il y a aussi des programmes de discrimination positive à l'égard des personnes racisées ou à l'égard des personnes en situation de handicap. Donc, c'est pas un avantage, c'est combler le désavantage préexistant, puis qui est apparemment, manifestement présent dans votre milieu. Là. Merci encore de votre... Mais ça ne tient pas la route, Marie, de cet argument-là quand on est confronté avec des gens, que ce soit hommes, femmes, qui tiennent ça. Quand tu dis, oui, mais il y a un retard à combler, il y a une égalité à ramener. Ils te disent, ils ramènent toujours ça au niveau la compétence. On est dans le ici, maintenant. La personne compétente, c'est cet homme-là. Oui, mais dans les programmes, moi, je pense aux programmes d'accès à l'égalité en emploi qui existent, là, notamment en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. C'est toujours à compétence égale. Donc, la discrimination positive, là, normalement, elle se fait à compétence égale quand on a deux personnes qui sont dans une situation où ils présentent, puis je veux dire, vous avez dû regarder des CV dans votre vie. Moi, ça ne m'est pas arrivé très souvent, mais les quelques fois que ça m'est arrivé, on a toujours 2 ou 3 candidats là, qu'on a de la difficulté à départager. Bien, dans ce contexte-là, c'est là où on devrait accorder la préférence à la personne qui est historiquement désavantagée par rapport à la situation. Donc, normalement, en tout cas, normalement, la discrimination positive, elle devrait se fonctionner comme ça. Mais j'entends que finalement, l'argument est mal reçu, mais je voulais proposer en tout cas une formule réponse. Là, mais... Non, c'est pas mal reçu. Je vois pas ça comme mal reçu. Au contraire, je veux juste te dire qu'on le porte. On le porte, mais c'est... Mais je comprends que quand vous le portez, c'est mal reçu de la part des... Ah oui. Mais je voulais juste, en tout cas, essayer de fournir des arguments supplémentaires.
Je vais continuer à y réfléchir. Au plaisir. Merci beaucoup, Marie. Nous avons encore 2 questions. Je ne sais pas si nos conférencières peuvent rester encore quelques minutes. Rapidement, Éléonore et Claire qui participent aux prochaines tables rondes, à l'organisation des tables rondes. Éléonore? Ok, merci Céline. Donc, je vais faire ça très rapidement. Donc, bonjour Lise et Laurence et merci pour cette conférence super intéressante et importante. Donc, ma question très rapidement était vraiment à propos de comment penser aussi à l'écosystème, au développement de l'écosystème de l'IA en ce moment, surtout avec la COVID-19 qui a vraiment eu un impact assez énorme sur le travail, l'implication des femmes. En IA, donc je suis scientifique des données et je pense qu'en IA, on est dans un domaine où c'est en ébullition. Il y a beaucoup d'opportunités, mais c'est aussi très compétitif. C'est évidemment une profession, il faut beaucoup être tranquille et réfléchir. Et en ce moment, on a quand même beaucoup, ceux qui sont en mi-carrière sont beaucoup avec des petits à la maison, maintenant sous mon bureau, et énormément de difficultés à publier, à promouvoir leur recherche, etc. en IA. Et comme c'est un moment où le financement est maintenant et le développement au Québec est maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes pendant la COVID pour s'assurer qu'elles ne prennent pas des années de retard quand on va sortir de ça l'année prochaine ou l'année suivante? Voilà, c'était ma question. Et peut-être pendant que vous réfléchissez à la réponse, Claire, si tu as une question aussi. C'était juste pour revenir sur cette question de la discrimination positive, en fait. Quelqu'un d'ailleurs a dit dans le chat, c'est Fatima qui disait « Utilisons le vocabulaire capitaliste, mettons en avant la notion de valeur ajoutée ». Je voulais juste souligner ce commentaire qui me paraît être un bon contre-argument. Justement, j'ai le même problème et le même genre de réception. J'ai remarqué aussi, c'est amusant parce que je vis aux États-Unis et donc maintenant j'ai ce débat en anglais. En dehors des différences culturelles, il y a aussi la différence de vocabulaire. Quand on parle en français, on parle de discrimination positive, donc les gens entendent discrimination. Quand on parle en anglais, on parle de affirmative action, donc les gens entendent action. Ce qui, tout de suite, en fait, ne donne pas du tout la même impression aux gens. Je voulais juste souligner ça et souligner le commentaire de Fatima qui disait mets-toi en avant la réponse de l'argument de la valeur ajoutée. C'est une bonne façon de contourner un peu cette question. Voilà. Je vous laisse répondre à Éléonore. Peut-être juste rapidement pour Éléonore, qui est une excellente question, mais puis je pense que ça va au-delà de l'IA. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés par rapport aux femmes en sciences, dans tous les domaines, sciences sociales aussi, qu'on a vu des retards dans les publications, qui publient moins. On a vu que la pandémie a été dure pour les femmes, que ce soit même du côté de on le voit là, avec les féminicides, la charge mentale là, qui a augmenté aussi. Donc, je pense que ce n'est pas un truc qui est particulier pour ça. Premièrement, disons-nous là, on l'a tous vécu. Moi, j'ai un enfant de 6 ans. Puis la première vague, ça a été un cauchemar. Là. On était en pleine réédition aussi de notre pour Apogée. Ça a été l'enfer. Donc, déjà là, juste au moins de l'avouer qu'on n'est pas toute seule, je pense que déjà là, ça fait du bien. Donc, on n'est pas des superwomen. Moi, ça a été un cauchemar complètement. Donc, je peux répondre, je vais laisser peut-être Lise répondre à plus haut niveau, mais à plus petit niveau, moi, ce que je peux vous dire que nous, on fait chez Vado, parce qu'on a plusieurs profs, on a plusieurs chercheurs qu'on subventionne. En tout cas, je suis ultra flexible là, par rapport à ça. Puis je pense que les organismes subventionnaires se sont aussi ajustés. Bon, la question de publication, je ne sais pas, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a apporté beaucoup de flexibilité par rapport à la gestion des fonds, par rapport aux délais, accepter des délais sur les fonds qui ont été octroyés. On comprend qu'il y a des embauches aussi, des fois, des équipes de recherche qui vont se faire. C'est la même chose pour les congés de maternité. En tout cas, moi, je suis super flexible. Je ne pose même pas de questions. Là. Si la femme, elle me dit, écoutez, là, c'est la COVID ou je suis enceinte, tu le sens dans les demandes, on dirait qu'ils se sentent presque mal. Puis moi, je réponds, premièrement, félicitations. J'essaie de dédramatiser la situation en disant, c'est correct, ça fait partie de ça. Puis oui, ton année de plus, on va te la donner. Puis casse-toi pas la tête avec ça. J'essaie, moi, à petite échelle, de faciliter
les chercheurs dans leur gestion des fonds. Là, je ne réponds pas à la question de la publication, là, mais peut-être que Lise, tu pourras compléter. Et ce qui me surprend tout le temps, parce que c'est tellement naturel pour moi, c'est que les femmes sont tout le temps surprises, tu sais. Puis même quand je fais des lettres officielles, parce que des fois, les universités me demandent, mais peux-tu officiellement confirmer que tu approuves l'extension? Puis là, je suis comme, tout d'abord, ça me fait plaisir, félicitations. Tu sais, même dans une lettre officielle, je prends le temps de le faire. Ça a l'air niaiseux, là, mais moi, dans ma tête, c'est ça, c'est la vie. Là. Tu sais, on ne peut pas se fermer les yeux. Donc, pour ce volet-là, je dis qu'à petite échelle, on essaie de le faire. Puis, Lise, je vais te laisser compléter. Ben, pour la flexibilité, moi, j'ai vu beaucoup d'universités agir en ce sens-là, puis même donner une contribution financière supplémentaire. Alors, ça, là, je ne connais pas toutes les universités. L'Observatoire, on est en lien avec 9 universités, mais la plupart, il y a une certaine flexibilité. Puis à l'Observatoire, les chercheurs qui nous demandent un ajustement, on le fait, que ce soit homme ou femme, parce que on voit de plus en plus que la gestion des enfants, j'aime même pas dire ça, gestion des enfants, mais l'organisation familiale est difficile et est portée, oui, encore par beaucoup de femmes, mais aussi par beaucoup d'hommes, puis on les a sentis à bout. Moi, ce que j'essaye de faire dans mon action en termes de publication, parce que souvent, je me retrouve dans des comités pour évaluer des candidats qui vont avoir une chaire. Et là, j'entends le fameux discours du score de publication, etc. Je me fais toujours un devoir pour ramener les obstacles que certains CV qui sont sur la table ont dû affronter. Alors, je me dis, oui, ça, c'est un élément dans notre prise de décision, mais ce n'est pas le seul. Puis j'essaie d'ouvrir. C'est pas facile parce que des fois, tu es dans des comités, puis c'est juste le score de publication qui compte, mais je vois que ça commence à changer. Je vois que il y a une petite mouvance à cet effet-là. Fait que j'aime mieux y aller par mon action là, personnelle. Quand je suis là, j'en profite pour dire de faire valoir d'autres éléments, puis que cette personne-là elle a eu quand même, si on regarde son CV, il y a eu ça, ça, ça de fait, de mettre ça en valeur. Et, mais ça change parce qu'on le voit, les profs le savent qu'il y a beaucoup de stratégies pour la publication. Alors, il y en a qui se mettent énormément puis réussissent à embarquer dans des stratégies pour paraître, pour avoir des scores plus élevés. Mais là, ça commence à être décrié. Puis avant, moi, je voyais ça. J'ai même vu un article, il y avait 100 noms pour un article dans Nature. Franchement, 100 noms. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une virgule, puis là, j'ai eu mon nom. Mais avant, là, on ne disait rien, mais là, maintenant, on ridiculise ça. Alors, moi, je continue à utiliser l'humour pour dire que humainement, c'est impossible. En tout cas, c'est l'action qu'on peut faire, c'est-à-dire dans des comités importants, surtout quand c'est des chaires d'excellence, des chaires de recherche du Canada, ou etc. Il faut sensibiliser. Ouais, changer les indicateurs ou en tout cas les considérer différemment ou ne pas avoir qu'un seul indicateur, effectivement, ça me paraît important pour tenir compte de la diversité des parcours et des profils. Sinon, effectivement, on ne s'en sortira pas. Mais c'est sûr que je voyais un message. Oui, il y a des messages en même temps. Il est 13h10. Je suis un petit peu paniquée pour vous. Je voudrais quand même vous laisser le temps de déjeuner. J'imagine que vous avez encore beaucoup d'autres choses. Mais sur le CV, tu sais, on n'écrit pas les enfants. On ne dit pas, mettons, j'ai 4 enfants, là, puis que madame, etc. C'est sûr parce que des fois, ça peut être un élément j'ai vu ça pas plus tard que la semaine dernière et je me suis dit, waouh, la pauvre. mais voilà. Et il y a une façon. Elle avait quand même beaucoup travaillé et je me disais, waouh. Ouais. Et c'est ça, en fait. Ça devrait pousser à davantage d'admiration encore de devoir jongler avec tout. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des stratégies, puis on parlait de solidarité précédemment. Puis les femmes, des fois, on ne l'utilise pas assez quand on commence à monter des dossiers pour mettons, les chaires, etc. On ne se fait pas assez lire. Moi, j'ai vu les collègues masculins qui se passent le CV, puis etc. Alors, il faut l'utiliser. Puis il y en a qui ont beaucoup d'expertise pour dire, bien, écris pas les choses comme ça, fais valoir tel élément. Alors, il y a aussi une stratégie de soutien envers les femmes. Puis moi, j'avais même dit à un moment donné à mon université, quand j'étais vice-doyenne, je disais, on va travailler pour que tel chercheur ait une chaire. Viens, tu me rencontres à tous les vendredis,
Puis, on va travailler l'écriture de ça. On va faire ça comme ça. Alors, mais il faut mettre ces mesures de soutien dans la structure universitaire parce qu'il y en a qui se retrouvent tout seuls à monter ça, quand d'autres, des fois, ils ont 20 personnes ou c'est dans leur centre de recherche qu'ils sont en train de monter le CV pour le chercheur. Hein, on ne part pas à armes égales, là. Complètement, complètement. Et je pense qu'il y a une tendance chez les femmes à ne pas tout mettre. Et j'ai vu... À ne pas déranger. À ne Oui, pas voilà, c'est ça. déranger. Je ne vais pas leur parler de ça, c'est trop mineur, je ne vais pas les embêter avec ça. Et donc, à finalement trier, alors que Ben, d'autres mettraient tout, quoi. Non, mais c'est ça, mais si tu es dans un poste de pouvoir comme femme, moi, je me dis que si ça a été difficile pour toi, ben, commence à mettre aussi des mesures qui peuvent aider d'autres. Puis ça peut être une action, ton leg, en tout cas, qui fait en sorte que ça va aider les prochaines, puis ça va combler ce fossé-là, là. Mais il ne faut pas avoir peur. Moi, je me dis, quand tu es en position de pouvoir, n'ayons pas peur de mettre en place des mécanismes de co-construction, de soutien pour aider à rétablir la parité. je trouve que c'est une très belle phrase de conclusion. Merci beaucoup, Lise, de l'avoir faite. On est vraiment hors horaire. Je vous remercie très, très chaleureusement toutes les deux pour votre sincérité, pour cette très belle conférence. Je pense qu'on pourra encore discuter des heures, mais je sais que je dois vous libérer. Mais j'ai vraiment hâte que l'on reprenne ces discussions en réel parce que je crois que ça mériterait, quand on sera sorti de cette pandémie, ça mériterait qu'on en rediscute ensemble. Et en tout cas, ce fut un très grand plaisir, un honneur de discuter avec vous. Merci beaucoup à toutes les deux. Et merci au public de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine pour la prochaine conférence. Merci tout le monde. Merci Céline. Merci Claire. Merci Lise. Merci Laurence. C'est un plaisir de discuter avec toi. Puis merci Céline et Claire. Merci à Claire pour l'organisation. Merci à vous. Bye, au revoir.